Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Bienvenue Marjorie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement parce que tu fais plein de choses, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est difficile. Merci déjà de votre invitation, c'est avec plaisir que je suis là avec vous aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Marjorie, j'ai 36 ans, j'ai une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Louise. Donc je suis une maman, voilà, depuis quelques temps. Je suis une entrepreneur, je pense, au sens large, d'aimer développer des projets, et d'avoir toujours plein d'idées et envie de faire plein de choses qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps de toujours mener à bout. Je suis co-créatrice de l'agence Divergente Communication. Donc, je suis associée avec ma sœur. C'est mon premier métier, la communication, parce que j'ai commencé... j'ai fait mes études là-dedans, et puis j'ai commencé d'abord en freelance avant de m'associer. Donc, je suis conseillère ou consultante, voilà, selon comment on tourne le truc. Et je suis prof de yoga depuis plusieurs années aussi, bientôt 10 ans. Et aujourd'hui, je gère un centre de yoga donc à Perpignan, à côté de Perpignan. Et du coup, là, j'ai plein de nouvelles casquettes parce qu'en plus d'être prof, je suis un peu manager quelque part parce qu'il y a quand même plein de monde qui interagit dans cet endroit. Donc, je gère beaucoup de planning. Je fais beaucoup de com aussi, forcément, cet endroit qui s'appelle le Jardin Secret. Et c'est pour moi, cet endroit aussi, un potentiel pour plein d'idées, plein d'autres projets, du moins à venir. Donc, ce qui vient nourrir mon côté entrepreneur au sens large, voilà. Ouais. Ça dépasse un petit peu, et je pense qu'on y reviendra après, mais ça dépasse un petit peu aussi le studio de yoga. C'est vraiment un centre, un espace de coworking. C'est hyper large, c'est bien plus que ça. On va y revenir. Mais donc, du coup, t'as dit tout à l'heure que ton premier métier, c'était la communication et que tu t'es lancée en freelance avant de te lancer, du coup, avec ta sœur, associée avec ta sœur dans Divergente Communication, donc agence de communication. Déjà, donc, t'es sortie de tes études, t'as bossé en CDI ou non, tu t'es direct lancée en freelance? Oui, 3-4 mois. Ah oui, d'accord. En fait, je venais de m'installer à Perpignan pour rejoindre quelqu'un, et j'avais pas du tout envie d'aller vivre ailleurs, ou du moins d'aller à Paris ou à Lille, parce que c'est là qu'on trouve tout de suite du boulot dans la com. Donc j'ai pris ici un contrat de salarié qui était finalement plus un poste de commercial pour vendre des sites internet qui n'étaient pas forcément faits dans les règles de l'art en plus. Donc rapidement, je me suis aperçue que voilà, c'était pas net comme entreprise, et qu'en plus finalement, moi, j'étais capable d'aller démarcher des gens, de vendre, de convaincre que ils pouvaient avoir besoin. Moi, j'en ai des sites internet, donc c'était pleinement dans mon domaine quand même, et ça a vite mûri de me dire, mais en fait, ce que j'essaye de faire là pour une entreprise qui en plus n'est pas correcte, je peux le faire pour moi, et j'en suis capable, quoi. Voilà. Donc ça t'a pas fait peur, en fait, c'était limite une évidence, quoi. Tu t'es dit, ok, je suis complètement capable de le faire. Après, moi, déjà, dès mes études, je me disais un jour, je serai à mon compte. Mais je me disais, quand j'aurai 30 ans. Et finalement, je l'ai fait bien avant, ouais. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils ont vraiment besoin. Il y a un potentiel. Et moi, ce que je vais leur faire derrière, c'est honnête. Et c'est vraiment ce dont ils ont besoin, quoi. C'est pas un truc qu'on essaye de leur vendre. Donc, de façon assez naturelle. Donc, j'ai quitté mon contrat. Et derrière, j'ai rappelé des gens que j'avais démarchés, avec qui ça n'avait pas marché en général, et en disant, écoutez, voilà, je me suis aperçue que l'entreprise pour qui je travaillais, c'était pas très honnête, et je me mets à mon compte. Si ça vous dit, on se revoit. Et la plupart, derrière, ça a été mes clients, ouais.
Trop top. Belle démarche. Ouais, mais c'est vrai que ça s'est fait. Malin. Et puis bon, je prenais pas de gros risques, quoi. J'avais déjà mon ordi, j'avais pas d'investissement. Ouais, ça s'est fait de façon assez fluide. Oui, t'as pas senti de peur quand tu t'as démarré? Non, et puis c'était un peu le début, je suis pas très vieille, mais quand même, c'était l'émergence de l'auto-entreprise. Donc il y avait cette facilité de se mettre à son compte sans le poids d'une société. Et voilà, tout était assez facile finalement pour passer le pas. Donc tu n'avais pas de grosses barrières, donc tu t'es dit ok, j'ai rien à perdre, j'y vais, je fonce. Ouais. Et est-ce que tu as ressenti du coup cette même facilité quand tu as du coup vraiment créé une société, une agence de communication? Enfin, comment elle s'est faite déjà cette transition de freelance à association pour créer Moi, je suis restée en auto-entreprise pendant pas mal d'années, en fait jusqu'à ce que ma sœur me rejoigne. Elle avait fait ses études plus hôtellerie, mais côté aussi marketing, donc elle était quand même dans le milieu. Et elle est allée à Paris prendre son joli CDI. Et très vite, voilà, c'était un peu la déception du poste qu'elle pensait avoir, où finalement elle avait très peu de créativité, beaucoup de... Enfin voilà, elle était dans un gros groupe hôtelier qui vend du rêve, mais derrière... j'ai une idée. Non, on s'en fout. Il y a un dysfonctionnement. Fais tes tableaux Excel. Okay. Et je me rappelle un jour, on était au téléphone, comme ça, on racontait ces trucs et je lui dis, mais viens. Et puis ici, il y a quand même du tourisme, il y a de quoi développer. J'ai presque dit ça en rigolant. Elle est venue. Voilà. Elle t'a fait confiance. C'est ça. Et donc au début, on a un peu jonglé. Donc moi, j'étais toujours en auto-entreprise, mais je reversais. Voilà, il faut pas le dire, mais je reversais. Pas coupé. Et puis on a fait, je crois qu'elle est arrivée en mai, et puis fait quelques temps comme ça, et après on s'est rapidement mis en société, du coup en SAS, aussi pour se donner du poids, pour se dire bon ben voilà, moi j'avais déjà une clientèle, on était sur des chiffres qui étaient très corrects. Après on s'est dit bon, on est deux, maintenant il faut quand même multiplier. Mais bon, voilà, on est allé. Ok, donc c'était assez fluide en fait cette transition Oui, ouais. Et du coup, justement, parce que tu t'es associé tu t'es associé donc avec ta sœur et nous ça nous parle forcément parce que. Mais est-ce que par rapport à ça, cette association, parce que tu nous dis, je le disais un petit peu en rigolant et au final, elle est venue. Est-ce que vous avez eu, peut-être toi de ton côté ou elle, des doutes à un moment donné? Est-ce que vous avez eu des peurs de faire ça ensemble ou est-ce que ça aussi c'était plutôt naturel? Ça ensemble, je pense pas. Après, on s'est toujours bien entendu. On a toujours une relation assez complice et sans conflit. On est différentes, mais on fonctionne bien ensemble. Et après, moi, ça a été un peu difficile de déléguer au début parce que je sortais quand même de plusieurs années à tout faire toute seule. Donc tout d'un coup, il faut partager. Ok, ça, tu n'es pas obligé de le faire. Et en fait, ça s'est vraiment enclenché quand moi, je suis partie en vacances pendant 1 mois. Et je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être les premières vacances où je vais partir sans ordinateur, donc je vais le faire. Et comme ça, Cynthia, c'est ma sœur, je dis son prénom, elle va prendre sa place, quoi. Parce que sinon, même pour elle, c'était pas facile aussi d'arriver et de... Ouais. Voilà, il fallait que ça se cale. Donc là, je suis partie et j'ai laissé gérer. Donc il y a même des clients qui ont démarré avec elle et qui, même aujourd'hui, c'est elle qui les gère à 100%, alors que c'est moi qu'ils avaient eu au tout début, mais voilà. Et à partir de là, ça s'est calé, quoi. Donc quand t'es revenue, après ça, il y a eu... C'était plus fluide parce que elle avait pris sa place, elle avait pu vraiment gérer tout, donc voir aussi tous les aspects de l'entreprise et du coup après ça s'est fait de façon toujours très fluide. Naturellement, on a un peu chacune nos clients, même si des fois on travaille ensemble sur un projet, mais alors, on se dit pas forcément, bon, toi, tu t'occupes de lui, mais ça va se faire des fois le premier contact ou le moment. Je suis dispo, c'est moi qui prends en charge tel client. Et tout le temps, au fil du temps, ça s'est comme ça animé entre nous de façon assez naturelle, ouais. Et du coup, est-ce que donc vous gérez un petit peu chacune vos clients, est-ce que au niveau de la gestion de l'entreprise, est-ce que ça aussi vous l'avez un petit peu
départagé, vous avez chacun vos missions. Enfin, je sais qu'avec Sophie, c'est vraiment Sophie qui s'occupe, par exemple, de la compta, de l'administratif. Enfin, on a vraiment nos pôles très définis et du coup, on n'empiète pas l'une sur l'autre. Est-ce que vous, c'est le même? Non, je crois qu'il faut qu'on s'y mette. Là, ce qu'on a mieux, enfin mieux, pas mieux, mais qui correspond à notre réalité d'aujourd'hui, du fait que moi j'ai mon autre projet, on a quand même revu certaines missions. Par exemple, moi, aussi parce que j'avais un peu fait le tour, je fais plus les sites internet. C'est vraiment elle qui fait. Donc, moi, si j'ai un client avec qui, même si c'est moi qui ai géré l'accompagnement, peut-être la création du logo, tout ça, s'il y a un site internet, c'est elle qui va le faire. Donc pour ça, on a revu des missions, mais vraiment parce que dans les faits, moi, je peux pas travailler, je peux plus travailler à 100% il y a pas le sur temps, Divergente. Aussi depuis Louise, j'ai quand même eu moins de temps, et aussi parce que j'avais des choses où j'avais plus envie, quoi. Donc, mais c'est vrai que je pense que sur la gestion entreprise, c'est un peu notre challenge là de mieux s'organiser. Ça, c'est un challenge pour tout entrepreneur, je pense. Je pense, ouais. Parce que même nous, on pense être bien organisé, mais il y a des choses qui nous échappent. Mais du coup, est-ce que vous avez aussi des personnes qui vous ont rejoint dans l'aventure au fur et à mesure, ou est-ce que vous êtes restés à deux dans cette entreprise? On est restés toutes les deux associées, et puis on a pris des stagiaires. Stagiaires, alternantes plutôt. Mais pas plus. Voilà, c'est pas une volonté pour nous d'avoir des salariés ou de prendre beaucoup d'ampleur. Par contre, on atteint un peu nos limites aussi de charge de travail gérable par un seul humain ou deux. et en face, être à l'aise financièrement suffisamment pour se dire, OK, bon, on s'amuse bien dans tout ce qu'on fait, mais il y a un moment, il faut quand même peut-être être plus confortable. Donc, et aussi, on a des demandes que des fois, on n'arrive pas à assurer. Donc, je pense que travailler avec des freelances, là, moi, mon idée, c'est d'arriver à nous entourer de personnes à qui on pourrait déléguer des choses, ce qui n'est pas facile. Et puis aussi de faire des choix de tarifs, qu'on a déjà fait au fil du temps, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment... c'était pas cher du tout. Donc, on apprend aussi son rapport à l'argent, sa légitimité. Voilà, il y a un peu ce côté... déjà, je fais ce que j'aime, je vais pas en plus être bien payée pour ça, quoi. Donc, c'est bien. C'est bon, on n'ose pas trop encore. C'est ça. Donc, on a quand même avancé là-dessus, mais il y a des caps qu'il faut qu'on passe encore. Du travail à faire encore sur soi, sur ce rapport-là, C'est ça, ouais. C'est vrai que ce cap, il est difficile à passer parce que, comme tu disais aussi, financièrement, il faut s'organiser, et puis financièrement, il faut aussi s'assurer qu'on va pouvoir le faire. Il faut aussi s'assurer que, voilà, on ait assez de travail à donner aux freelanceurs avec qui on va travailler. Il faut aussi s'assurer que au niveau de l'organisation, on va pouvoir l'assumer, que la qualité de travail ne baisse pas. C'est ça, oui. Puis nous, comme on est une toute petite agence, les gens, ils nous contactent parce que c'est nous. Ils aiment notre style. Quand tu es dans la création, c'est difficile de déléguer. Puis, il y a une confiance qui s'installe aussi, si c'est après pour faire travailler quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment qu'on définisse en fait mieux les missions qu'on peut déléguer et avoir une réflexion après sur comment ça peut s'organiser. Et puis moi, en étant du coup les bureaux de Divergente pour Perpignan sont au jardin secret, donc j'ai quand même un espace aussi où potentiellement il pourrait y avoir du monde d'autres personnes qui peuvent venir travailler. Et Cynthia, elle, a déménagé l'année dernière au-dessus de Lyon, à Villefranche-sur-Saône. Donc on développe aussi maintenant on était déjà implanté là-bas par notre réseau, donc on avait pas mal de clients là-bas. Elle y allait tous les mois. Maintenant, elle revient ici tous les mois. Voilà. Okay. Mais il y a aussi un autre pouvoir d'achat là-bas. Donc, on est dans une autre approche. C'est pas le même type d'entreprise, ou du moins, c'est pas le même type de client qu'on a là-bas. Ok. Donc, ça nous donne aussi une perspective. C'est top. Et du coup, travailler à distance. Oui, j'allais dire la communication entre vous aussi en étant à distance. Bon, c'est vrai qu'on travaillait physiquement au même endroit, mais des fois, on pouvait passer la journée chacune sur nos trucs. À pas se parler. Bon, si on se parlait, bien sûr. Évidemment, mais... c'est pas si compliqué d'être à distance. Voilà. Okay. Après, c'est moins fun pour tout ce qui est à côté du boulot, quoi. Voilà. Forcément. Mais bon, c'est une autre dynamique. Et puis, elle avait envie aussi de changer d'air. Donc, c'est... Voilà. Mais vous n'avez pas senti de différence, en tout cas, sur la communication entre vous et l'entreprise avec ce déménagement? Après, on passe beaucoup de temps au téléphone. C'est sûr. Choper les d'autres comme ça.
ça. Limite, quand on quitte les bureaux, on est en voiture séparément et puis on s'appelle. On va, je pense à ça et en fait, Oui, ça, oui. il faut. C'est pour ça que nous, quand on est quand on n'est pas au même endroit en même temps, c'est pour ça qu'on part très souvent ensemble à l'étranger, parce que quand on n'est pas au même endroit en même temps, C'est compliqué. On a du mal, ouais. Même si on a vraiment tout départagé, quoi. Donc c'est pour ça que je te demandais, est-ce que vous avez déjà bien structuré, parce que on a structuré certaines choses, mais on a quand même besoin de l'avis de l'autre personne sur certaines missions. Et donc, c'est vrai que quand on est à l'étranger et qu'il y a une différence de fuseau horaire et différence de communication, c'est souvent un peu compliqué. En tout cas, ça ralentit le rythme de travail qu'on peut avoir en étant au bureau. Oui, quoi. Et donc, du coup, l'agence de com, ça ne te suffisait pas, hein. Tu voulais te rajouter d'autres choses. Et donc, tu as créé le Jardin Secret. Donc, explique-nous un petit peu déjà ce que c'est concrètement. Donc, studio de yoga, mais aussi voilà, tout un centre, en fait. Et comment tu as eu cette idée? Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que, du coup, tu as organisé la charge de travail aussi avec Divergente, l'agence de communication? Explique-nous un petit peu comment tu es tombée là-dedans et comment tu as fait. Alors, un peu par hasard, franchement. En fait, moi, donc, j'étais prof de yoga depuis plusieurs années dans un studio ici à Perpignan. Et c'était pas dans mes plans d'ouvrir un centre un jour, même quelques mois avant de le faire, c'était toujours pas dans mes plans. Ce qui s'est passé, c'est que le studio où j'étais a fermé. Et là, en fait, j'étais le compagnon avec qui j'étais à l'époque, c'est même lui qui me dit on rachète leur matériel et puis on crée quelque chose, parce qu'il y a quand même un potentiel ici, il n'y avait pas forcément d'équivalent. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, et sans avoir de lieu. Donc, on a gardé le matériel dans notre garage pendant un bon moment. Et on a cherché un endroit, pas avec une idée très précise de ce qu'est Jardin Secret aujourd'hui, par exemple. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on ne voulait pas louer une salle. Et on ne voulait pas juste faire du yoga, parce qu'en plus, on sortait du Covid. Donc, c'est un peu se dire, s'il y a à nouveau un truc comme ça, tout est fermé, ou si les gens, finalement, ne reviennent pas trop dans une pratique en présentiel, et de se dire, il faut que ce soit un endroit où il y a quand même des rentrées d'argent autres. Il y avait un côté quand même vraiment financier, de se dire... diversifier un peu. Il faut pas que ça tienne que sur le yoga, c'est trop risqué. Oui. Et puis, c'est pas très bon aussi d'être dans cette... crainte de, oh là là, il faut qu'il y ait du monde au cours, parce que sinon, on va pas pouvoir payer notre crédit ou notre loyer. Enfin bon, voilà, on voulait pas être dans ce stress-là. Donc, on a cherché un endroit et on a visité cette maison. Et une fois qu'on a visité cette maison, on pouvait pas trouver un autre endroit à la hauteur. En fait, c'était une habitation qui fait, je crois, 400 mètres carrés. Et donc, dans un beau jardin, et qui était comme déjà faite pour nous, quoi, parce que y avait des grands espaces, il y avait un sous-sol, donc on pouvait aménager les vestiaires, les douches, créer une deuxième salle. Il y avait des chambres, des belles chambres qui pouvaient faire des bureaux. Et en fait, tout de suite, on a visité, on a dit, mais on a une grosse capacité à se projeter dans un endroit, des fois où les gens ne voient rien, mais voilà. Et donc, on a quand même cherché autre chose, parce que c'était quand même un budget assez conséquent. On a parlé à la banque, mais bon, les banques, voilà, c'est toujours tout de suite, il fallait des apports qu'on n'avait pas. Mais franchement, on trouvait rien, quoi. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Je crois que ça a pris 1 année entre la première fois qu'on a visité et le jour où on a eu les clés, quoi. C'est quasiment 1 an. On a visité je ne sais pas combien de fois. On a imaginé 1000 possibilités, à même acheter avec d'autres personnes, donc s'associer. Donc, on a visité avec plein de monde différents. Je pense que l'agent immobilier n'en pouvait plus, le propriétaire aussi, mais à la fois ils nous ont jamais lâchés, parce que c'était pas un bien facile à vendre, parce qu'il est dans une zone du coup commerciale, qui est pas forcément, même si la maison est très belle, les gens se projettent peut-être pas pour habiter. Enfin voilà, il y avait eu des projets faits par des investisseurs qui n'avaient pas été acceptés par la mairie. Donc, il y a eu une suite d'événements qui ont fait que c'était pour nous, quoi. Au bout du bout, en fait, le propriétaire, c'est lui qui nous a proposé de réduire le terrain qui allait avec la maison pour que ça passe par rapport à notre budget à la banque. Voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça. Il n'y a qu'une banque qui nous a suivis. Vous en avez démarché beaucoup ?
Non, pas énormément. Non. Mais en fait, on a c'est la banque de l'entreprise de mon ex-compagnon, du coup, qui nous a suivis. Parce que lui, il avait déjà les comptes, ils avaient une vision du truc. Après, ils étaient très ouverts au projet bien-être. Donc là, je pense qu'il y a quand même un intérêt aujourd'hui qu'ils n'avaient pas avant. Et cette croyance que il y a de la demande, donc ça peut marcher. Et je pense aussi qu'on est tombé vraiment dans une fourchette, dans un timing hyper serré, parce que du coup, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on porterait le même projet aujourd'hui, c'est sûr qu'il passerait pas. Pas avec l'apport qu'on avait, pas au taux qu'on a eu. Donc ça changerait tout, quoi. Ouais. Donc des fois, voilà. Les choses, la vie fait bien les choses. La vie, le timing. Ouais. Et quand on a eu l'annonce, c'est bon, ils se sont trompés de dossier. Vous êtes sûr, vous êtes sûr. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels de ça va le faire, ça va pas le faire, mais bon, c'est bien, c'est mieux ou c'est pas bien. Et voilà, jusqu'à ce que ça se fasse. Et donc, voilà, au fil du temps qu'on avait cette question financière de pouvoir acquérir le bien, on a aussi mûri toutes nos idées de qu'est-ce qu'on va faire dans ce lieu, à quoi ça va ressembler. Et ça a été assez naturel aussi. Rien que le nom, c'est vrai que ça m'a fait tout de suite, moi, cet effet c'est vraiment comme un jardin secret. Et après, quand je cherchais un nom, j'ai dit non, mais en fait... faut pas chercher. Moi, je voulais pas que ça soit connoté yoga, parce que c'est pas que du yoga, donc je voulais pas yoga quelque chose. Et en fait, je me suis dit, c'est parfait, ça colle bien plein d'aspects, donc on est resté là-dessus. Et du coup, justement, sur tout ce que compose finalement le jardin secret, donc tu dis que ça vous a laissé le temps aussi finalement de mûrir vraiment le projet. Est-ce que quand vous avez eu l'accord de la banque, vous aviez bien, du coup, c'était ficelé à ce moment-là, vous saviez un petit peu il y a aussi Tanzodo par exemple qui s'est installé en bas. Est-ce que tout ça c'était déjà prévu? Est-ce que vous aviez commencé à faire une communication autour de ça? On avait commencé, on avait mis des fausses annonces sur le bon coin, la technique. Voilà, vous conseillez pas ça? C'est une très bonne technique, c'est la base. On avait aussi quand même parlé beaucoup de ça autour de notre réseau pour savoir s'il y avait des gens intéressés. Tanzodo, Tania, je sais plus au niveau du timing si on en avait parlé avant d'avoir l'accord, parce que je me rappelle qu'il y avait quand même un moment où elle était là, comment ça va se passer, quoi. Tanzodo, pour ceux qui connaissent pas, elle est traiteur, elle est artiste culinaire. Oui, c'est vrai. C'est plus senti comme ça. C'est vrai que quand on voit ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Mais du coup, voilà, elle s'est installée dans la cuisine en fait, de la maison. Et elle fait des services de traiteur qui sont absolument magnifiques. Donc, elle fait partie du coup de l'aventure. Donc tous les locaux n'étaient pas attribués à quelqu'un, même. Je pense que Tania, c'était peut-être la première ou deuxième. Et après, dès que ça a été vraiment plus officiel, là, on a communiqué sur les réseaux et on a eu énormément de visites l'été. Pour la partie bureau, les travaux pour la partie bureau. On a loué très vite. On aurait eu 2 fois plus de places. Je pense qu'on les aurait loués aussi parce que... C'est vrai qu'il y a une demande folle. Et en plus, vous aviez quand même restreint un petit peu les bureaux à des professionnels plus dans l'aspect un peu holistique. Alors, vous aviez ciblé un petit peu? On n'avait pas annoncé de critères d'activité, mais dans la façon dont on présentait le lieu, il y avait quand même une tendance qui était proposée. Au début, on s'était pas mis de limite en se disant, si vraiment on n'a pas de choix, le but c'est quand même que ce soit loué. Mais naturellement, en fait, c'est plutôt des thérapeutes qui sont venus à nous. Donc, après, là, aujourd'hui, il n'y a pas forcément un fonctionnement comme certains endroits où vous arrivez, vous avez un accompagnement global qui est fait avec les différents thérapeutes du lieu, le yoga, etc. Chacun a son activité, chacun est installé dans son espace. Donc, c'est pas on vient une journée par-ci par-là. Je sais qu'il y a des espaces un peu comme du coworking du bien-être avec des salles mises à disposition et tables de massage et puis certains jours par semaine. Certains jours, voilà, mais la personne n'est jamais vraiment chez elle, quoi. Là, chacun a aménagé son espace, chacun a les clés de la maison et vient à ses horaires, il travaille dans l'amplitude les jours qu'il veut, voilà, n'est pas dépendant de nous, notre présence ou des créneaux d'ouverture du yoga. Ok. Mais il y a quand même une synergie qui se fait de façon assez naturelle, forcément, entre les gens qui viennent et puis du coup, il y a une vie. C'est vrai que des fois, j'essaie de prendre un peu de recul et de me dire, OK, on a quand même fait ça. Mais voilà, il y a donc Tania qui arrive, qui fait des cookies. On a quelqu'un qui fait de la médecine chinoise. On a une maquilleuse professionnelle, une thérapeute énergéticienne. Il y en a 2 masseuses aujourd'hui qui n'ont pas commencé avec nous, qui sont arrivées il
il y a eu un changement sur un des bureaux. Il y a des gens qui viennent faire du yoga. Voilà, il y a nous moi avec Divergente ou autre chose. Mais il y a toujours beaucoup de vie, voilà, beaucoup de monde qui se croise. Moi, j'ai pas encore quelqu'un qui a passé la porte et qui a pas dit waouh, c'est clair. C'est chouette ici, ou même en termes d'énergie, de ce qu'on peut ressentir. C'est vrai que le lieu, il est incroyable. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives à prendre le recul et justement, comme tu disais, voir que c'est un magnifique projet que tu as monté. Enfin, est-ce que parfois tu arrives à te reculer et te dire, ok, vraiment, ça a pris une... c'est une vraie communauté aujourd'hui aussi. Est-ce que tu arrives à ressentir cette fierté aussi? Oui. Il faut que je me force un peu, de vraiment se poser. Des fois, ça m'arrive quand j'en ai un cours de yoga, par exemple, quand les gens sont en méditation ou à la fin, en relaxation, en savasana, de regarder, de me dire, ok, je suis là, et au jardin secret, on a créé ça, oui, quand même. Mais il y a plein de jours qui passent où on est dans le dur. Aujourd'hui, Valérie le disait un peu au début, c'est que tu manages un peu maintenant aussi tout ça. Comment ça se passe au quotidien pour manager toute cette structure, quoi? C'est un peu au feeling, moi. Je suis quelqu'un... Mais je ne fais que essayer de me structurer, et ça vient quand même. Puis quand tu as un enfant, il y a un moment où tu n'as pas le choix. Mais là, je sens qu'il faut encore que je compartimente plus les choses, parce que je suis quelqu'un qui peut facilement switcher d'un truc à l'autre. Puis quand tu travailles dans la com, tu es toujours en train de passer d'un client à l'autre, d'un projet à l'autre. Mais je pense que mes neurones de maman aussi ont leurs limites. Et qu'aujourd'hui, je switch beaucoup moins efficacement d'un truc à l'autre. Donc là, par exemple, j'essaye d'avoir une journée que je consacre à Divergente. Ça veut pas dire que les autres jours, je fais rien, mais c'est d'avoir un jour, et ça va peut-être même être un jour où des fois, je vais pas venir au jardin secret. Parce que quand je suis là, il y a ma petite sonnette en bas. Je vais pas faire comme si j'étais pas là, et il y a toujours quelqu'un qui va en renseignement, et puis même moi, dans mon énergie, je suis plus au jardin, donc me dire mince, il faut que je fasse un post sur ça, puis j'ai pas fait mon mailing, ou il faut que je vais aller discuter avec un tel. Voilà. Donc, de temps en temps, de changer de lieu aussi, moi, pour me recadrer un petit peu. C'est super important, les lieux. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Enfin, moi, j'ai longtemps travaillé de la maison. Oui, moi aussi. Et c'est normal quand tu te lances au début, voilà. Enfin, et c'est vrai que quand on s'est lancé avec Sophie, j'ai direct dit il nous faut un espace, quoi, parce que vraiment, des fois, c'est bien de poser son cerveau dans cet endroit, de réfléchir qu'à ça, et puis ensuite, quand tu quittes cet endroit, tu peux penser à autre chose. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, t'as jamais le cerveau en mode off, il est tout le temps on. Donc du coup, c'est bien de pouvoir... Est-ce qu'il y a des moments où justement tu t'es dit c'est trop pour moi, ou qu'est-ce que je suis en train de faire, ou justement où t'as eu des doutes, ou t'as eu tellement je sais pas si t'as eu des contre-coups, ou des choses qui t'ont fait dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est pas trop mon fonctionnement. Par contre, à l'automne dernier, j'ai toussé pendant 2 mois. Donc il y a mon corps quand même qui dit c'est beaucoup tout ça. Un peu. Voilà, donc c'est d'arriver à... Ce qui est difficile pour moi, c'est de rien faire. Mais du coup, j'ai des périodes où, par exemple, je vais aller au bureau, je suis totalement inefficace, mais je suis là comme si j'étais salariée, que j'allais pointer le matin. Donc, c'est apprendre à se dire, OK, là, tu sers à rien, va marcher, va nager, va rien faire, ou ranger ton linge. Mais ne te fixe pas à ta chaise là, parce qu'il le faut, quoi. Voilà. J'avais pas beaucoup de temps de pause, parce que toujours le truc de t'es entrepreneur, tu peux travailler n'importe où, donc tu travailles tout le temps. Et c'est vrai que je prenais mon ordi en vacances. Mais en fait, c'était pas contraignant pour moi, c'était pas lourd, ni épuisant, ni... Voilà, j'étais peut-être plus jeune aussi, plus énergie. Je suis fatiguée. Je me demande comment tu fais, parce que nous, on gère du coup deux boîtes et demie, on va dire. 2 boîtes et toi, une boîte en plus. C'est 2 boîtes ensemble, une boîte de mon côté aussi toute seule, et les investissements, et on n'a pas d'enfants, et du coup on se dit mais comment font les gens? Nous on est épuisés constamment, et du coup je sais pas comment. En plus avec un enfant, c'est... je trouve ça hyper impressionnant. Moi je me rappelle, donc avant d'avoir ma fille, cet épuisement aussi il est comme agréable, c'est-à-dire que moi j'aimais bien toujours être à ras-bord dans le jus, et les périodes où il y avait moins de boulot, je fais rien en fait. Le peu qu'il y a à faire, tu le traînes jusqu'au dernier moment pour aller ressentir cette petite urgence. Oui, alors que dans le jus, t'es efficace, quoi. Je suis super efficace. Mais une fois que t'as un enfant, ce qu'il y a, c'est que oui, t'es plus fatiguée, t'as moins de temps, etc. Donc t'es obligée, tu peux plus travailler dans le jus, en fait. Moins. Même moi, c'est mon fonctionnement de base, parce que même quand j'étais étudiante,
c'est beaucoup plus efficace en dernière minute. Tout d'un coup, il y a cette fluidité de il faut le faire, mais ça sort tout seul, tu ne fournis aucun effort. Alors, quand tu veux vraiment t'y mettre à un moment qui n'est pas propice, et ça, j'ai vraiment appris avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où, par exemple, il faut que je crée un logo, je m'y mets, j'y arrive pas. Et maintenant, je sais que tant que ça me vient pas, c'est que c'est pas le moment. Alors bon, quand même une deadline du client à un moment donné. Je suis désolée, c'était pas le moment. Ça fait 6 mois que je fais là, ça ne vient pas, l'inspiration ne vient pas. Mais du coup, quand ça vient, et ben ça sort, c'est instantané quoi, et sans effort. Bon, l'état de flow. Mais des fois, il faut quand même voilà, s'installer, se dire bon, l'état de flow, il faut qu'il vienne maintenant. Parce que sinon. Voilà. Ouais. Je suis encore en cheminement là-dessus, ouais. De m'organiser. Parce que mon fonctionnement de base, c'était plutôt la grande liberté de je travaille quand je veux. Ça a été quand même une étape pour moi, le jardin secret, parce que avant ça, Divergente, on en avait nos bureaux séparés, mais c'était en bas de chez moi. Donc c'était une maison de village et au rez-de-chaussée, on avait installé les bureaux. Donc je prenais pas la voiture, je descendais le matin, voilà. Donc là, ça a été, ok, il faut prendre la voiture pour aller au travail. Et il y a des horaires, parce qu'il y a des cours de yoga, il faut être là à l'heure pour ouvrir, etc. Et il faut donner à la crèche les horaires où tu vas mettre ta fille. Oh là là, faut vraiment anticiper sur toute une année tout ce qui va se passer. Wow. Donc voilà, j'y vais, mais je sens que j'ai besoin de ça aussi maintenant. Ouais. Donc de peut-être me dire, j'en suis pas encore là, mais c'est dans mes plans. Le lundi, je travaille pour Divergente. Je sens que j'ai besoin d'amener plus de cadres et peut-être que le vendredi, je travaille pas l'après-midi. Parce qu'en même temps, peut-être que le lundi, je vais être crevée et je vais me dire, peut-être qu'aujourd'hui, je vais le tourner. Ouais. Et cette liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai l'impression de la perdre quand je fais un planning. Oui, c'est qu'en fait, là, du coup, j'imagine que pour gérer donc ces activités plus le fait d'être maman, c'est que naturellement, tu as dû t'organiser, donc tu te rends compte que tu dois encore organiser un peu plus. Donc, effectivement, est-ce que tu sens que tu perds cette liberté, mais en même temps, tu peux aussi organiser ton planning comme tu veux pour avoir ces journées-là et avoir aussi du temps avec ta fille quand tu as envie d'en avoir, quoi. Ouais, non, j'ai pas la sensation de perdre ma liberté quand même. C'est plus, moi avec moi-même, j'arrive à me dire qu'il peut y avoir un cadre et qu'à l'intérieur, ça reste fluctuant. Il y a quand même une liberté qu'on n'est pas... Mais ma liberté d'entrepreneur de me dire, oui, ma fille est malade ou juste j'ai envie d'aller la chercher plus tôt, je peux. Je demande toujours pas à quelqu'un pour prendre mes congés. Voilà. Non, ça, c'est sûr que je pourrais pas revenir en arrière. Ouais. Non, ça, j'imagine que aucun entrepreneur ne pourrait dire à 6 mois, j'ai envie de retourner en CDI. Ouais, tu dis ça, mais des fois, on y pense. Parfois, on se dit, ce serait bien de rentrer le soir et de vraiment poser le cerveau, mais ça dure pas longtemps, parce que quand on se dit, putain, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait pas un CDI? Après, on se dit, non. Mais c'est vrai que des fois, tu vois des gens autour de toi qui sont tellement détendus une fois qu'ils sont partis du travail, tu dis... C'est quand même plus simple, je gagnerais même plus d'argent peut-être si j'étais en CDI. Mais quand tu compares ce que tu gagnes par rapport aux horaires de travail que tu mets dedans et ton cerveau qui est jamais en off. Ouais. C'est pour ça que je me considère vraiment comme une entrepreneur au sens large. Je pense qu'il y a un tempérament qui fait que même si demain j'étais salariée, je pense que j'aurais d'autres projets à côté ou que dans l'entreprise dans laquelle je serais, je mettrais à profit 10 000 idées où tu dis, peut-être que c'est mieux de le faire pour soi aussi. Ouais. Donc à un moment donné, je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus d'être entrepreneur. T'as répondu à cette question avant que je te la pose. On me pose souvent la question et c'est vrai que j'avais tendance avant à être un peu plus radicale et à, tu vois, limite dire aux gens, mais en fait, pourquoi tu te lances pas? Mais en fait, t'as raison, c'est que je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde parce que je pense tu parlais tout à l'heure de la montée justement de l'entrepreneuriat dans les dernières, dizaines d'années, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui embellit aussi la chose et qui le rend un peu plus glamour que ça peut être réellement au quotidien. Après, tout dépend du business que tu fais, de ton tempérament à toi, de l'équipe qui t'entoure, etc. Mais c'est clair qu'il y a quand même des moments où tu prends des grosses claques dans la tête aussi. Et il faut avoir les reins solides, il faut avoir le tempérament pour tenir tout ça aussi. Et je pense qu'il y a plein de gens, c'est juste pas fait pour eux et c'est pas grave, mais il faut l'accepter aussi et il faut accepter que chaque situation a ses bons côtés aussi. Et voilà, on disait tout à l'heure, des fois, nous, on envie les personnes qui sont en CDI, des fois, les personnes en CDI envient les entrepreneurs. Il faut juste savoir ce qui est bon pour soi et réussir à l'accepter et puis à se lancer dedans. Est-ce que justement, tu conseilles quand même à tout le monde de tremper un petit orteil dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu leur
Si, je pense que c'est une vraie opportunité d'apprendre des choses sur toi-même. Parce que du coup, tu es vraiment face à tes blocages, tes peurs, tes croyances limitantes. Enfin, on veut puissance 10 000, quoi. Je pense que c'est quand même quelque chose à vivre aussi. Après, en effet, il y a, comme tu dis, un mouvement un peu... Et moi, je le vois parce que nos clients, c'est des entrepreneurs, beaucoup de créateurs d'entreprises, beaucoup de thérapeutes, parce que vu le milieu dans lequel on gravite, forcément, on attire ces personnes-là aussi. Et il y a beaucoup de monde qui quitte son CDI en se disant je vais me former, j'ai envie de quelque chose qui a du sens. Et en fait, quand tu es thérapeute, il faut être aussi entrepreneur. Et ça, il y en a plein qui le sont pas et qui, du coup, très vite se retrouvent en difficulté même. Parce que il faut quand même gérer les finances, il faut travailler ton rapport à l'argent parce que sinon tu te fais jamais payer à la hauteur de ce que ça vaut et de ce que tu as besoin. Aussi les gens, je vois, qui ont été habitués au salariat et puis tout d'un coup, c'est pas l'argent, il tombe une fois par mois. Et des fois, t'as plein de sous, des fois, t'as plus de sous. Oui, c'est gérer aussi un petit peu... Gérer ça financièrement et gérer émotionnellement. Comment tu te sens avec, et là, qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus de clients? Gérer, oui, quand même, disons que si ça t'appelle, si t'as l'envie, si t'as une idée, je pense qu'il faut y aller, quoi. En mesurant les risques et en prenant quand même quelques parachutes, surtout selon où tu en es dans ta vie. Moi, quand je me suis lancée... pas d'enfant, j'avais pas de frais, je me suis dit au pire, demain je vais prendre un boulot, peu importe lequel, et puis tu remets à flot et c'est reparti, quoi. Ouais. Mais ça vaut le coup de se lancer. De tester l'aventure. Ouais, carrément. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est clair. Et si justement tu as des blocages comme ça, ou tu as t'as parlé 2-3 fois de rapport à l'argent, comment est-ce que tu conseilles aux gens justement de travailler sur ça, et comment est-ce que toi tu as travaillé là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quelle que soit la situation, même quand on est en CDI, le rapport à l'argent, et justement oser demander par exemple une augmentation, oser changer de taf pour demander un salaire plus conséquent, c'est pas facile non plus. Donc comment est-ce est-ce que t'as des pistes, t'as des idées pour travailler sur ça? Moi, j'ai beaucoup lu, suivi des webinaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de podcast. Maintenant, j'écoute aussi des podcasts sur le sujet. En fait, il faut vraiment aller observer ton fonctionnement, quoi. De dire, OK, comment je me sens là? OK, pourquoi je suis avec ce client qui m'en demande toujours plus, qui paye une misère? C'est aussi accepter, en fait, d'aller vraiment voir tes failles. Et puis après, de te prendre par la main pour dire, OK, ça, il faut que ça change. C'est OK, ça s'est passé comme ça. C'est assez courant de démarrer en étant un peu au rabais, parce que mais je démarre, j'ai pas d'expérience, etc. Mais il y a aussi un jour où il faut se dire, OK, il faut que ça change. Et moi, ce que je dis maintenant, du coup, aux créateurs d'entreprises qu'on accompagne, nous, on est une agence de com, mais on est pas mal aussi dans l'accompagnement un peu global, parce que naturellement, ça vient comme ça. Et on leur dit, mais fixe bien ton prix du départ, parce qu'en fait, ce prix-là, tu vas pas pouvoir l'augmenter de façon énorme dans les années à venir. Les gens, ils vont pas comprendre que tu passes de 100 € ta presta à 150. Tu vas augmenter et tu vas grappiller. Donc, mets un prix qui est juste, prends en compte vraiment toutes tes charges, fais de bons calculs. Et puis, quitte à faire des réductions. Après, c'est OK de dire toi, je te connais, allez, je te fais un prix, etc. Mais affiche un prix qui est vraiment à la hauteur, quoi. Parce que sinon, après, tu vas te retrouver dans un cercle où c'est toi qui n'as pas mis ton bon prix, ta limite. Et du coup, voilà, de faire son calcul aussi, c'est-à-dire de se dire combien de temps j'y passe, quels sont mes frais, d'aller regarder. Moi, c'est un truc que j'ai pas fait du tout quand je me suis lancée, de regarder un peu les chiffres, même si on n'aime pas ça. Ouais. Et là aussi, il y a beaucoup de blocages parce que il y a je suis nulle en maths, ou les chiffres, c'est pas mon truc. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais moi, c'est plus ça m'encombrait un peu, quoi. Et je me rappelle, j'avais eu un suivi avec un truc de gestion d'entreprise avec le conseil général, parce que j'avais droit à une aide. Mais du coup, il y avait un accompagnement. Ça faisait, je pense, peut-être 3-4 ans que j'étais en freelance et j'avais pas de suivi. En auto-entreprise, le piège aussi, c'est que t'es pas obligé de tenir une comptabilité. Donc, faut vraiment se faire violence pour la truche, quoi. Et du coup, il m'a fait faire un tableau Excel tout bête pour voir combien je gagnais, combien je dépensais. Et l'effet, ça a été de me dire, mais je gagne pas mal quand même. Il y a ça qui rentre, voilà. Et c'est quand même se dire, oui, ça fonctionne. Parce que sinon, tu es sur un espèce d'a priori où quand tu vas bien, tu as l'impression que tu es au top. Quand tu vas mal, tu as l'impression que c'est la cata.
Mais en fait, c'est complètement subjectif. Ouais. Oui, alors que sur l'année, au final, il peut y avoir... d'aller voir les vrais chiffres aussi. Et de pas avoir peur. Parce que des fois, ça fait peur. Tu préfères te dire, bon, oui, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a de l'argent sur mon compte? Oui, ça va. Je peux continuer comme ça. La pression quand tu ouvres l'application bancaire, t'es là en mode, surprise. Moi, j'avais un fonctionnement un peu où quand mon compte, il commençait à descendre, bon, qui sait que j'ai pas facturé? Ok. Faire des factures. Allez. Voilà. Et est-ce que donc tu gérais tout ça toute seule? Donc par exemple la facturation, t'avais pas pareil un process en place où tu disais tous les X du mois je facture. Bon, en même temps j'imagine que quand c'est des projets. Non, on facture en fin de prestation. Ouais. Des fois il y a un acte, mais ça aussi au début tu demandes pas d'acompte et puis après un jour tu dis non mais si. Donc le conseil c'est peut-être de se faire accompagner en fait dès le départ. Parce qu'après, tout de suite, ça peut être un investissement. Mais il y a des petits accompagnements, des fois, où on te met en place, on te montre des outils simples et qui vont te mettre un cadre. Et puis, je crois vraiment au fait que plus tu t'intéresses à quelque chose, plus il augmente. Donc, plus tu vas être attentif à combien je gagne, combien je dépense, à l'argent, en fait. Et plus tu vas générer l'argent. Enfin, je trouve, d'avoir expérimenté... C'est le cas. Tu fais moins d'erreurs aussi. Je sais que moi, il y a des trucs que j'ai oubliés ou tu en fais trop aussi parce que moi, je travaille beaucoup au forfait. Donc, les gens, ils payent un forfait. Puis après, des fois, ils se rajoutent des trucs et tu les fais quand même. Tu les fais quand même parce que t'as pas très réglé ta légitimité. Donc, si j'en fais plus, ça vaut bien ce qu'il a payé au moins. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment de prendre le temps de cadre un petit peu. Se mettre un cadre et prendre du recul régulièrement sur se dire bon là, avec ce client... peut-être que je me suis un peu dépassée. Et on a vite fait de mettre la faute sur l'autre, de dire il abuse. Mais en fait, si toi, tu mets pas ta limite, les gens... oui, eux, ils vont pas la mettre pour toi. Ils vont pas dire, au fait, je te dois pas un peu plus, moi, un prestat. Il y en a, il y a des gens qui vont te dire, quand même, là, tu me factureras ça en plus parce que c'était pas prévu. Mais c'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est plutôt dans l'autre sens, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais aussi d'erreurs, on va dire, de leçons, parce que bon, on n'aime pas trop parler d'erreurs non plus, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu as vécu dans l'entrepreneuriat, donc que ce soit avec Divergente ou avec Jardin Secret, quelque chose qui s'est passé et qu'aujourd'hui tu te dis avec le recul, je l'aurais fait différemment, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient? De grosses erreurs, non. Moi, après, oui, à ce côté financier, donc de ne pas avoir mis un cadre dès le début, si c'est tarif, etc. Des fois, il y a un cheminement qu'il faut faire pour arriver là où tu en es, quoi. Et par exemple, moi, j'ai jamais fait de business plan. Je sais pas combien. On parlait de ça. Même pour la banque, quand Jardin Secret, obligé. On a fait un prévisionnel. C'est notre comptable qui a fait le prévisionnel. Moi, quand je me suis lancée en freelance ou après quand on a créé Divergente, moi, je fonctionne pas mal au feeling. J'ai l'impression que dès que tu veux faire vraiment un business plan, tu peux tout dire avec des chiffres. Donc, si tu as envie de voir que ça va pas marcher, tu vois que ça marche pas. Après, dès que tu pars dans des investissements, bien sûr qu'il faut quand même aller mesurer le coût. Nous, sur le prévisionnel pour le Jardin Secret, c'était estimer combien. En fait, au Jardin Secret, il y a 2 structures. Donc, il y a une SCI qui a acheté le bâtiment, la maison, qui loue les espaces. Et puis, il y a une structure pour l'activité du yoga, qui elle-même paye un loyer. Donc, pour la partie SCI, il y avait les loyers, etc. Donc là, on a fait un montage... et puis en présentant le projet global aussi avec un beau diaporama. Et pour le yoga, c'était d'estimer combien il peut y avoir d'élèves, combien vont coûter les profs, parce que nous, il y a une dizaine de profs qui interviennent. Il y a le loyer, il va y avoir des le nombre de achats, séances, etc. Et en fonction de ça, est-ce que ça fonctionne ou pas, quoi? Ou du moins, est-ce que ça fonctionne avec... si tu te dis, ah oui, ça fonctionne à 30 € la séance, bon, 30 € la séance, personne ne va le payer, donc ton projet, ça va pas. Donc, on a fait quand même cette démarche-là, parce que, oui, on était quand même sur un truc plus conséquent et qu'il fallait le montrer à la banque. On l'a pas fait pour vérifier si ça marchait ou pas pour nous, parce que nous, on avait cette vision de se dire, oui, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà. Tu l'as senti, quoi. Tu as beaucoup parlé justement de feeling et d'intuition, donc tu as senti que ça allait marcher. Le business plan, à la limite, c'était juste pour montrer à la banque que toi, ton intuition, elle vaut quelque chose sur le papier aussi. Voici ce que je ressens, voici comment ça va marcher. Mais en gros, tu l'avais senti, c'était juste peut-être une façon de... pas est-ce que ça va marcher ou pas, mais comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça marche, en fait. Oui. Ouais. Et puis, quand même...
Là, quand même, on se force à avoir un bon suivi mensuellement de l'argent qui rentre. Et là, on fonctionne avec une plateforme pour la réservation en ligne qui est quand même pas mal faite pour le suivi. Okay. Donc, il va nous dire chaque cours qui fait un calcul en fonction de ceux qui ont incarné un abonnement à l'unité, etc. Donc, il dit à chaque cours, il y a eu tant de chiffres d'affaires sur ce cours. D'accord. Donc, tu as une vision réelle parce que des fois, tu peux te dire, il y a 10 personnes. C'est difficile d'estimer combien ça représente. Parce que tout le monde n'est pas à l'unité, t'en as qui sont illimités et tu peux être vite sur un chiffre qui est complètement faux. Surtout là, ce qui était nouveau pour moi, c'était de vendre une prestation qui coûte 15 €. Alors que d'habitude, dans la com, on est plus sur un panier moyen de peut-être 2 000 €. Parce que les gens, un site internet, un logo, un accompagnement, etc. Donc là, de vendre des petites choses, en fait, tu te dis, vraiment, il faut en vendre beaucoup quoi, pour payer tout le monde à la fin. Donc là, c'était important pour moi de vraiment suivre et quand même anticiper un peu plus. Du coup, assez intéressant de passer ce qu'on appelle du high ticket, de 1000 à du petit... Après, t'avais différentes... Enfin, il y a encore différentes structures. C'est que tu vends à l'unité, tu vends à l'abonnement, tu vends... Donc, je trouve que quand tu as fait ton business plan aussi, comment est-ce que tu t'es dit, OK, justement, il faut vendre tant, ou je fixe le prix à tant, ou par exemple, je vais essayer de faire un maximum d'abonnements parce que comme ça, j'ai des revenus récurrents, ou... Enfin, tu savais à peu près les pourcentages qu'il fallait ou des choses comme ça. Vraiment, encore une fois, tu as fait un peu au feeling. Un peu au feeling. Après, j'avais l'expérience du studio où moi, j'étais quand même prof et j'étais impliquée aussi. Donc, j'avais un peu une vision, mais sans être vraiment dans les chiffres. On est quand même parti de combien les gens sont prêts à payer. Je pense que à un moment donné, c'est la clé aussi. Le but, c'est que les gens y viennent, notamment pour, même pour le prix de la séance, pour tous les tarifs. On est parti de combien les gens sont prêts à payer. On est parti de, OK, par rapport à nos calculs, nos frais, etc., il faut qu'on ait un tarif moyen. La personne, elle vient en moyenne, elle paye tant. Et puis, en fonction de ça, on a fait un peu un mix aussi par rapport à ce qui se fait sur le marché, entre guillemets. Ici, à Perpignan, on n'est pas à Paris. Donc, et ce qui nous paraissait juste. En fait, mais c'est vrai que ça reste assez intuitif. Et justement, tu parles aussi de prix de ce qui se fait sur le marché de Perpignan. Donc, vous louez aussi aujourd'hui des espaces de bureaux. Donc, il y a aussi des loyers par rapport à ça. Tu nous disais que tu fais aussi un peu d'investissement immobilier à côté. Est-ce que ça fonctionne de la même manière de faire une étude de marché sur le côté professionnel, ou pareil, est-ce que ça a été fait aussi un peu au feeling, ou est-ce que sur ça aussi, sur le côté... Que du feeling, voilà, ce sera le maître mot. Là, on a regardé les prix des loyers qui se faisaient. Et puis oui, ce qui nous paraissait juste, encore une fois. Donc on s'est calé à peu près sur les prix en regardant au mètre carré ou en comparant des bureaux à Perpignan. Alors en sachant qu'il y a quand même des choses très chères à Perpignan qui sont pas terribles. Et souvent, c'est des bureaux... où en fait t'es tout seul, donc il n'y a pas le côté t'es dans un bel endroit avec une synergie des gens qui vont venir, donc potentiellement qui peuvent te connaître. Et on n'a pas voulu s'emballer non plus, faire un truc hors de prix, mais je sais pas, il faudrait que je regarde si on est, on va dire, sur le haut de gamme des loyers, mais encore que je pense pas. Parce que... par rapport à la prestation que vous avez. Par rapport à la prestation, voilà, parce que nous, par exemple, quand on loue un bureau de 25 mètres carrés, la personne, elle exploite ces 25 mètres carrés. C'est pas dedans, il y a les toilettes, une salle d'attente. Tout ça, c'est à l'extérieur. Donc, ça amène quand même... on a un parking, enfin voilà. Puis les retours qu'on a eus, c'était ça aussi. C'était que ça faisait vraiment envie de venir s'installer là. Et les prix qui se faisaient en regardant un peu sur les annonces. Et du coup, c'est des beaux... bails précaires. Ok. Donc, bail d'un an renouvelable. On est parti là-dessus parce qu'on est sur des activités qui sont souvent des auto-entreprises. On a aussi des gens qui démarrent. Donc, de se dire, tu pars avec un bail 369. Et même nous, si ça colle pas, si... Je sais pas, voilà, ça me paraissait... Et même, on a mis 1 mois de préavis. D'accord. Pour dire à la personne qui veut s'en aller, parce qu'elle peut plus payer ou parce qu'elle est pas à l'aise ou peu importe. Le but, c'est pas de la bloquer. Voilà, c'est pas de la bloquer. Et aussi, on a cette confiance de savoir que quelqu'un s'en va, on va retrouver quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Parti là-dessus. Mais ça, vous l'aviez d'entrée de jeu, cette confiance de... Enfin, oui, avec l'annonce Fixi, vous avez capté qu'il y aura de la demande et vous... puis, l'intuition. Non, mais vraiment, enfin, moi, grâce à l'agence de com aussi, j'ai quand même autour de moi beaucoup de gens
qui étaient des clients potentiels pour les locaux. Il y avait plein de personnes, bon, j'allais dire plein de filles, mais oui, parce que j'en ai quand même beaucoup de femmes autour de nous, et de me dire, mais elle, c'est sûr qu'elle va adorer, que ça collerait à ce qu'elle a besoin. Et donc, oui, on savait que la demande, elle était là. Et qu'en face, il n'y a pas vraiment... l'offre de location, elle n'est pas terrible, quoi. Ouais. Ah non, c'est clair. On avait cherché, justement, au début, on était dans des bureaux pas loin de la gare. Dans un espace de c'était un coworking, mais en tout cas c'était vide parce qu'il y avait genre 3 bureaux et c'était très très cher. Ils venaient de le mettre à la loc et en fait on a pris justement un coworking parce qu'on s'est dit, j'ai été dans un coworking à Londres avant quand j'étais dans une startup. On va rencontrer beaucoup de et on s'est dit yes, on se lance, tu vois, on connaît personne, vas-y go, voilà. Et c'est vrai que la force d'un coworking, c'est que tu rencontres plein de gens et du coup et que c'est animé, normalement. Ouais. Et c'était pas du tout le cas. C'était animé que par elle et moi. On bouffait nos pâtes là dans la salle commune, mais il y avait personne. On se regardait. Le soir, c'était horrible. Le soir, on partait en courant, limite dans les couloirs, parce qu'il y avait que nous. C'était tout sombre. Enfin bref, c'était horrible. Et du coup, en fait, c'était hors de prix, quoi. C'était 800... Presque 900 € par mois. Presque 900 € pour un 12-13 mètres carrés. Ouais. Ah ouais, on n'est pas cher, non? Ah non, mais du coup, aujourd'hui, je sais même pas si... ils en parlent pas du tout. Je pense que c'est... Ouais, je sais même pas si ça a continué. Et en gros, c'est vrai qu'on cherchait des bureaux et bon, on se lançait, donc on n'avait pas le budget. Voilà, on a pris ça parce que justement, on s'est dit, c'est un coworking, donc on met le prix parce qu'on va rencontrer du monde. Au final, que dalle. Ouais. On aurait mieux fait de prendre autre chose. Mais les autres trucs, c'était pareil, c'était des préavis de 6 mois, c'était des baux, 369. On avait un peu peur. On s'est dit, mais si ça marche pas, aussi on veut faire autre chose, si on veut bouger. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc c'est vrai que un truc comme vous proposez, c'est royal pour le profil quand tu te lances, quand tu démarres, quand t'as pas des gros budgets. Enfin, c'est dingue. Et puis l'espace est juste magnifique. Je sais que les personnes qui vont écouter le podcast, je vous invite à aller voir le Jardin Secret sur Insta. Et c'est vraiment très très beau et on s'y sent trop bien à chaque fois qu'on y va. Donc c'est hyper cool de savoir. Et je pense qu'il y a plein de gens, quand ils ont peur aussi, ils se lancent, ils ont peur de faire des choses comme ça parce qu'ils se disent, mais est-ce que ça va se louer, est-ce que si, est-ce que ça. Mais en fait, quand tu proposes, que tu connais bien ton marché et que tu proposes quelque chose d'aussi qualitatif à un prix qui est correct, en fait la demande elle va être là, quoi. Donc je pense aussi que, et tu le dis beaucoup depuis le début par rapport on en rigole, mais c'est vrai, le feeling, c'est que je pense que c'est aussi très important que quand on manifeste quelque chose, quand on y croit, et c'est ce qu'on dit très souvent aussi nous aux personnes qu'on accompagne, c'est une fois qu'effectivement tu le maîtrises un minimum, mais que tu y crois, ça va fonctionner. Si toi tu t'y vois et que tu as envie d'y être et que, comme tu as dit, le nom il est venu naturellement. Jardin Secret, c'est un endroit où quand vous êtes arrivé, vous êtes dit waouh, en fait c'est là. Et du coup, quand tu y crois, ça se manifeste au final dans la réalité, quoi. Moi, c'est ma philosophie. Ouais, non, mais c'est vrai. Je sais pas si c'est pas donné à tout le monde aussi. Des fois, tu as tellement de peurs qui viennent masquer ça que, en fait, t'arrives pas. Mais des fois, c'est aussi parce que c'est pas le moment ou c'est pas le bon truc. Mais nous, on a toujours fonctionné comme ça, même sur d'autres investissements perso, c'est d'avoir la vision, de se dire, ok, tu te fais le film et oui, ça ne peut que fonctionner. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est bon, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Si le yoga marche pas, c'est un lieu qu'on peut louer parce que les salles s'y prêtent, ça peut faire de l'événementiel. C'était se dire, ok, le pire du pire, qu'est-ce que c'est? Et en fait, le pire du pire, ça va, quoi, c'est ok. Et le pire du pire du pire, c'est on vend. Et on est sur quelque chose qui, même si en ce moment vendre c'est pas la bonne option, mais il y avait toujours une alternative. Voilà, ouais. Et je pense que ça, mais bon, ça c'est au pro de l'investissement que je vais le dire. C'est de se dire, qu'est-ce qui peut se passer de pire, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui est si grave, en fait, Oui, c'est que vous aviez ce scénario A, B, C, et puis voilà, tu te dis, déjà, vous aviez cette confiance, et toi, t'es comme ça, de te dire, voilà, j'y vais au feeling, j'y crois, on y va, et en plus de quand même anticiper, et donc de diversifier, déjà, le projet est diversifié en soi, puisqu'il n'y a pas que le yoga, et après de se dire, si jamais le projet tel qu'on l'a imaginé ne fonctionne pas, il y aura d'autres possibilités. C'est vrai que ça peut rassurer des personnes de le voir comme ça. Et après, il faut aussi, moi, ma vision, c'est qu'il faut que ça ait du sens. Parce que, par exemple, depuis qu'on a créé le Jardin Secret, des fois, j'ai des gens qui me contactent en me disant « Oui, j'ai le même projet, est-ce qu'on peut en discuter? J'aimerais avoir des conseils. » Ou des gens qui nous ont dit « Ah oui, j'avais eu cette idée, moi aussi. » Et puis, mais des gens, par exemple, qui sont pas du tout dans le bien-être. Et qui se disent « Le bien-être, là, il y a un créneau. Ok, je vais acheter un endroit, je vais mettre des thérapeutes. »
ok, ils ont l'idée. Si t'es pas dedans et que t'as pas cette énergie-là et que tu fais pas vivre aussi le lieu avec ton âme, hein, à un moment donné, je veux dire, si tu mets pas ton cœur et tout, bah non, ça marche pas, ouais. Du coup, on dit aux personnes qu'on accompagne dans l'immobilier qu'il faut absolument qu'ils fassent un projet qui leur parle, qui leur tient à cœur aussi. Ça sert à rien de faire de l'investissement parce que c'est rentable, parce que ça va payer, etc. C'est si ça te plaît pas et si ça colle pas à toi et tes valeurs et tes envies et tes besoins, c'est pas la peine de se lancer dedans. Enfin, si tu as envie de faire de la coloc, bah, fais de la coloc. Si la LCD, tu es absolument contre parce que tu as envie de proposer des logements abordables et tu es contre un petit peu tout ce qui est Airbnb, etc., bah, le fais pas. Enfin, c'est vraiment, il faut aussi être aligné. Et je pense que c'est ça aussi le problème de tout à l'heure quand on disait qu'il y avait une montée de l'entrepreneuriat et tout le monde qui voulait un peu se lancer là-dedans. Il faut aussi se poser les bonnes questions et se dire pourquoi est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu le fais parce que ça te plaît ? Est-ce que tu le fais parce que tu as quelque chose une valeur à donner aux gens? Est-ce que parce que ça te motive ou est-ce que vraiment tu le fais que pour l'argent ou pour telle ou telle raison? Parce que si tu le fais pas pour les bonnes raisons, ça marche pas ça marche pas du tout, quoi. Et au final, tu vas craquer, tu vas vriller au bout de 2 ans quand ça marche bien, mais l'argent, ça fait pas tout et une boîte qui fonctionne, ça fait pas tout. Et si t'es pas aligné avec ça, si ça marche, t'as la chance que ça marche parce que par un coup de chance, ça a marché, tant mieux. Mais t'as beaucoup plus de chances que ça marche. Surtout avec l'énergie qu'il faut mettre. C'est clair. L'énergie et le temps. Donc, il y a un moment, si t'es pas aligné, non, tu peux pas. C'est sur la durée, ça peut pas fonctionner. Du coup, on va clôturer par une dernière question. Est-ce que tu as une ressource à partager avec nous, un livre que tu as adoré, une personne pratique, ou justement une personne qui t'inspire et voilà, dont tu aimerais parler sur ce podcast ou que tu aimerais voir sur ce podcast? C'est peut-être pas une ressource, mais on va dire, c'est peut-être un conseil, je sais pas. C'est de vraiment se nourrir de ce que font d'autres personnes qui va dans la même direction de ce que tu as envie de faire toi. On peut être entouré de personnes, même les gens très proches de nous, qui sont pas forcément dans un état d'esprit d'entrepreneur ou d'investisseur. Et donc, on a l'impression que finalement, nous, on est un peu bizarre et que la réalité, c'est ça. Et en vrai, c'est d'aller trouver des gens proches de chez toi, avec qui tu peux avoir un vrai lien, ou dans des lectures, ou sur des podcasts, sur Instagram, peu importe, mais qui sont dans cette même énergie que tu as envie d'aller pour que ça te porte et te dire, OK, il y a aussi une autre réalité qui existe. Et il n'y a pas quelqu'un a raison, quelqu'un a tort. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui on est le plus. Ouais. Donc, c'est aussi faire attention avec qui on s'entoure. Mais après, on ne choisit pas le milieu dans lequel on a grandi. Puis, c'est OK d'avoir ton meilleur ami qui est salarié et qui a peur de l'investissement. Voilà, mais c'est quand même d'aller se nourrir de personnes qui peuvent t'inspirer, te montrer que oui, c'est possible, ouais. Donc, suivre par exemple les Saving Systems. Quand tu as envie d'investir, je le recommande maintenant. Ah, c'est gentil. Régulièrement. Et du coup, vraiment, dernière chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Divergente et au Jardin Secret? De mieux gérer mon temps. C'est vraiment mon truc du moment. D'avoir un peu plus d'espace, d'être moins en retard et de l'espace, parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire, mais je sais aussi qu'il faut des fois savoir se dire, OK, là où j'en suis, c'est bien, pas être dans le toujours plus, mais quand même avoir de l'espace pour plus de créativité, parce que j'ai un fort besoin d'exprimer ma créativité en ce moment. Des fois, je suis un peu limitée par le temps, donc on va dire que le temps, ce serait un bon premier pas vers la suite. Et pour Divergente et Jardin Secret, de continuer dans la lancée. On mettra les ressources du coup, on mettra le lien vers Divergente si des personnes veulent te contacter et également vers le Jardin Secret. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as octroyé et tous tes partages et toutes tes expériences, parce que c'est vraiment chouette et c'est le but de ce podcast, c'est de montrer aux autres à travers les expériences de nos invités comment eux peuvent se lancer aussi. Donc merci beaucoup. Merci à vous les filles, c'était un chouette moment. Je pense qu'on refera une petite conversation enregistrée ou pas. Ouais, c'est clair. Avec plaisir. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!